Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques, je suis Ben et aujourd'hui je vais vous parler de Érudit du Tigre du Sud. Érudit du Tigre du Sud ou Scholars of the South Tigris pour le titre original en anglais ou Becarios del Tigre del Sur pour le titre en espagnol, bref vous avez compris, est un jeu de Shem Phillips et S.J. McDonald's illustré par Mihailo Dimitrievski alias The Miko et édité par Garphill Games. La version française est signée Pixie Games. Il est conçu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties entre 1h30 et 2h30, et une difficulté estimée sur BGG à 3,9 sur 5. La boîte m'a été fournie par Pixie Games, que je remercie. Je prévois une vidéo pour le mois de janvier pour vous expliquer ma démarche future pour les boîtes presse que je recevrai en 2024 et pour les années à venir. Dans Érudit du Tigre du Sud, vous allez devoir traduire des parchemins en provenance du monde connu à l'époque, on est en 830 environ, au sein de la Maison de la Sagesse, maison très réputée pendant le califat abbasside. Érudit du Tigre du Sud est un backbuilding de dés, avec un arbre technologique au centre du plateau et une grosse salade de points finale composée par chaque joueur. Le jeu est joué en un nombre variable de tours, sans structure particulière de manches, et 4 scorings intermédiaires seront marqués par les cartes calife. Une fois que les 4 cartes calife auront été révélées, la fin de partie est annoncée et le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte. Lors de son tour de jeu, un joueur a 2 options. Première option, réaliser une action parmi les 4 disponibles en plaçant une carte de sa main et en utilisant 1 ou 2 dés qu'il place sur cette carte. Deuxième option, se reposer. Le joueur obtient un revenu dépendant des cartes actions qu'il a utilisées lors de ce tour, puis il récupère toutes ses cartes en main. Pour réaliser une action, vous placez donc une carte de votre main sur la case d'action correspondant à celle que vous souhaitez réaliser, puis vous placez 1 ou 2 dés sur cette carte action. De ces 2 dés sont issus un résultat numérique qui correspond toujours à la somme des 2 dés et une couleur. De la même façon, il y a toujours une seule couleur associée à une action. Ici, j'ai un 11 de couleur rouge puisque le blanc absorbe les autres couleurs. J'ai la possibilité de mélanger des dés de couleur primaire pour former une couleur secondaire. Ici, un œuf violet. Et j'ai également la possibilité d'associer des personnages de couleur pour teinter mes dés ou augmenter leur valeur. Ici, j'obtiens un 11 orange. Je dispose également de dés de couleur secondaire directement que vous pourrez obtenir au cours de la partie. Chacune des 4 actions dépend soit de la couleur, soit de la valeur, soit des 2 résultats combinés des dés que vous allez y associer. La première action est l'action d'embaucher un traducteur et de le placer dans la Maison de la Sagesse dans un emplacement disponible. Ce traducteur vous permettra de traduire des parchemins entre 2 ou 3 langues. Vous avez également la possibilité de dépêcher le traducteur pour obtenir les bonus qu'il apporte sans toutefois le placer dans la Maison de la Sagesse. Cette action n'est sensible qu'à la valeur des dés et vous permet d'accéder à différents traducteurs en fonction du résultat. L'action du plan vous permet de vous déplacer en sens horaire autour du plan et d'obtenir soit un bonus immédiat, soit un parchemin en fonction de la case sur laquelle vous allez vous arrêter. Si vous choisissez d'obtenir un parchemin, vous allez l'envoyer dans une guilde en payant le coût associé et en obtenant de l'influence dans cette guilde ainsi que de l'or. Vous obtenez également une progression sur la piste de recherche correspondant au parchemin. C'est également un moyen de faire avancer la partie puisque les cartes calife, qui sont les cartes de scoring qui mettent fin à la partie, se trouvent à l'intérieur du paquet de cartes parchemin. Cette action est sensible à la valeur du dé pour connaître le nombre de déplacements maximum que vous pouvez faire, mais aussi à la couleur pour obtenir éventuellement un bonus supplémentaire en fonction du nombre de cases parcourues. La troisième action est celle de traduire un parchemin. Vous allez utiliser les traducteurs qui se trouvent dans la Maison de la Sagesse pour traduire le parchemin depuis sa langue d'origine vers l'arabe. Ici, en l'occurrence, je vais traduire un parchemin depuis l'hébreu vers le grec. À chaque fois, je dois donner un petit lingot d'or au traducteur utilisé et ensuite du grec vers l'arabe et j'ai réussi à traduire mon parchemin. J'obtiens des effets de fin de partie, éventuellement des effets immédiats, j'obtiens principalement du scoring et j'obtiens à nouveau la montée qui correspond à la carte parchemin sur la piste de recherche correspondante.
Lorsqu'un traducteur a collecté suffisamment d'or pour partir à la retraite, le joueur qui en est propriétaire récupère la carte correspondante et la glisse sous son plateau en dessous d'un des 4 emplacements d'action, ce qui lui permettra d'avoir une action bonus à chaque fois qu'il réalisera l'action correspondante. L'action de traduire n'est sensible qu'à la couleur des dés. Et pour réaliser l'action traduire, vous devez forcément utiliser une des 3 couleurs secondaires correspondant à la guilde de laquelle est issu le parchemin. Ici, pour mon parchemin d'Hébreu dans la guilde violette, j'ai donc utilisé un dé violet. Ces 3 actions correspondent à une séquence de jeu. Je vais d'abord embaucher des traducteurs, puis aller récupérer des parchemins, et enfin traduire ces parchemins à l'aide des traducteurs. La 4e action est un petit peu distincte, elle concerne les pistes de recherche. L'action de recherche est sensible à la valeur ainsi qu'à la couleur des dés utilisés et vous permet de progresser sur les pistes de recherche correspondantes. Lorsque vous choisissez de vous reposer, vous commencez par tirer une carte du dessous de la pile de cartes parchemin. Ça permet également de faire avancer la partie. Vous obtenez ensuite un revenu correspondant aux cartes actions utilisées ainsi que ceux imprimés sur le plateau. Les revenus correspondent aux pistes de recherche et vous obtenez le revenu de la plus haute case colorée que vous avez atteint avec votre marqueur, les cases transparentes étant des bonus immédiats que vous obtenez au moment où vous les passez. Vous allez ensuite compléter votre pool de dés en fonction de la piste de revenu bleu et vous ramassez tous les dés que vous remettez dans le sac. Les personnages utilisés, quant à eux, sont défaussés. Lorsqu'une carte calife est révélée, les joueurs majoritaires au sein de chacune des guildes vont pouvoir placer l'un de leurs jetons pour obtenir un bonus immédiat. Et lorsque la 4e carte calife aura été révélée, on termine le tour en cours, on joue chacun un dernier tour et la partie s'achève. À l'issue de la salade de points finale, le joueur ou la joueuse qui dispose du plus de points de victoire l'emporte. On passe maintenant à la critique. J'ai joué au total 6 parties de Érudit du Tigre du Sud. J'ai joué dans toutes les configurations, de 2 jusqu'à 4 joueurs. Je pense que le jeu est optimal à 3 joueurs. Je reviendrai un petit peu après dessus. Toutes mes durées de partie ont été entre 1h30 et 2h30. 2h30, c'était vraiment à 4. On découvrait tous le jeu. J'ai principalement gagné mes parties. Je pense que c'est une information importante. Et pour vous la faire très courte, j'aime énormément ce qui est proposé par le jeu. On va maintenant regarder en détail le pourquoi. On va commencer par le gameplay. Le premier point que j'aimerais souligner sur le gameplay, c'est que c'est un jeu qui a une profondeur assez insoupçonnée, puisqu'en apparence, on a un jeu qui est quand même relativement simple. On n'a pas de structure de manche, on n'a pas de phase de jeu successive avec vraiment un ordre à suivre, etc. En fait, on a une phase principale qui correspond à une phase d'action. Les joueurs jouent chacun leur tour une des actions. En termes d'action, on a 4 actions, on a une 5e action qui est l'action de se reposer, qui correspond en fait à une phase de maintenance où on obtient des revenus, et c'est tout. En surface, c'est tout ce qu'on a. Ensuite, bien sûr, ça se complique très largement puisque on a des implications qui vont très loin. On va être contraint par plein de choses en termes de décisions à prendre. On va être contraint d'abord par les cartes qu'on va devoir utiliser puisque les cartes vont occuper des emplacements et donc des actions qu'on ne pourra pas refaire avant de se reposer et donc ça forcément ça a un impact sur le reste de la table, sur comment les autres joueurs vont jouer. On est contraint ensuite par les dés, par la valeur et par la couleur. On va pouvoir y associer des personnages pour modifier leur valeur ainsi que leur couleur. Comme dans tous les jeux de gestion, on est contraint par les ressources, bien entendu, et on est contraint également surtout par les ouvertures qu'on va laisser aux adversaires, puisque les parchemins ne nous appartiennent pas. Les traducteurs nous appartiennent, ils sont utilisables par les autres joueurs, rien ne les empêche de les utiliser, il suffit de payer une pièce au propriétaire du traducteur en plus de l'or, et les parchemins, une fois qu'ils ont été envoyés depuis le plan vers les guildes, ne nous appartiennent pas. On n'a pas de contrôle dessus, la seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre un système d'influence qui va également impliquer de payer une pièce au propriétaire. On peut ralentir les autres joueurs, mais pas les contrôler complètement. Je trouve ça vraiment très intéressant, un jeu qui en surface, au moment où j'explique les règles et que je présente qu'il y a 4 actions et une seule phase de jeu, en fait ça semble extrêmement simple alors qu'en fait les implications sont très très denses, on a vraiment un embranchement qui est énorme par la suite. Je trouve ça très intéressant dans la conception d'un jeu et surtout très élégant. Le deuxième point que j'aimerais souligner sur la partie gameplay, c'est le système d'action avec cette combinaison de dés et éventuellement de personnages.
En effet, sur chacun des dés, vous allez pouvoir associer jusqu'à 2 personnages. Donc au maximum, sur une carte, 2 dés et 4 personnages. Lorsque vous associez un personnage, si vous associez un personnage de même couleur que le dé, vous allez maximiser sa valeur. C'est-à-dire que là, mon 4 blanc va devenir un 6 blanc. En revanche, si vous associez un personnage d'une couleur différente, dans ce cas-là, vous allez teinter le dé à la couleur du personnage. Ici, je vais obtenir un 4 bleu et l'ensemble me donnera un 10 violet. Alors attention, il y a quelque chose que je peux pas faire, c'est obtenir une couleur secondaire en utilisant un personnage d'une couleur différente par rapport à un dé qui est déjà coloré. Ici, en fait, mon personnage bleu ne va faire que transformer mon dé rouge en dé bleu. Si je voulais obtenir du violet, il faudrait que je fasse ça, exactement, que je mette mon personnage bleu sur ce dé blanc, et là, l'ensemble des 2 dés va pouvoir me donner une couleur secondaire. Au début de la partie, vous avez principalement des dés blancs, et par la suite, vous voulez absolument pas en obtenir de nouveaux. D'ailleurs, il y a certaines actions qui vont vous donner un bonus important, mais en contrepartie, il faudra ajouter un dé blanc à votre sac qui va venir en fait polluer votre système de backbuilding. Donc, cette combinaison à l'intérieur des actions entre justement la dépendance à soit la couleur, soit la valeur, soit les deux en termes de dés que vous allez sélectionner pour votre action, rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui en apparence est plutôt simple, mais qui en réalité a beaucoup d'implications, beaucoup de détails, de choix en fait à réaliser au moment où vous mettez votre carte action et les 2 dés et éventuellement les 4 personnages complémentaires. Toujours concernant les dés et les personnages, on a également un système à 2 vitesses, c'est-à-dire que les dés vont retourner dans l'absolu dans le sac pour justement créer ce système de backbuilding, alors que les personnages, eux, vont être défaussés. Donc les dés, vous allez chercher à optimiser, c'est-à-dire à obtenir les meilleurs dés possibles, à vous débarrasser des dés blancs et à obtenir des dés de couleur, voire carrément des dés de couleur secondaire, alors que les personnages, eux, vous allez chercher à en obtenir un maximum, et surtout, du moment que vous n'en obtenez pas de nouveau, vous n'en aurez plus à utiliser, puisque eux ne reviennent jamais dans votre réserve. Petit bémol toutefois sur cette partie personnage et dés, il y a un truc que j'ai un petit peu de mal à saisir dans le jeu, c'est le système de valeur des dés, parce que soit c'est intéressant pour les actions qui en dépendent, le problème c'est que dans le jeu, les dés de valeur inférieure sont strictement moins bons que les dés de valeur supérieure. C'est-à-dire qu'un 6, quoi qu'il arrive, est toujours meilleur qu'un 1, parce qu'on peut toujours faire ce qu'on peut faire avec un 1, avec un 6. Et donc, alors je comprends bien, à l'intérieur du jeu, c'est quand même utile en termes de choix, parce que forcément, si vous avez par exemple un dé coloré qui a une super valeur, un dé jaune 6 par exemple, et un dé blanc qui a une valeur de 2, le problème c'est que vous avez peut-être besoin, pour vous déplacer sur le plan, d'une grosse valeur, justement pour avancer de beaucoup de cases, mais ça va vous demander de dépenser votre dé jaune. Du coup, est-ce que vous voulez dépenser votre dé jaune ou votre dé blanc que vous allez associer à un perso blanc qui va vous maximiser le dé blanc pour pouvoir garder le dé jaune, mais qui vous servira peut-être pas pour sa valeur? Bon, ça a un intérêt, je comprends tout à fait. Ce que je regrette un petit peu, c'est que, effectivement, les dés de valeur inférieure sont strictement moins bons, et du coup, forcément, sur du lancer de dés, puisque quand vous sortez les dés de votre sac avec ce système de backbuilding, vous allez lancer les dés sur de la malchance perpétuelle au dé, ce qui arrive quand même relativement souvent dans ce que j'entends, en tout cas sur les chouinages autour de ma table. Je pense que c'est quelque chose qui va être un petit peu gênant, et c'est sûr que un joueur qui va systématiquement tomber sur des valeurs un peu plus pourries va devoir faire plus d'efforts qu'un joueur qui va tomber systématiquement sur des valeurs assez élevées. Bon, ça fait partie du jeu, mais je tenais quand même à le souligner. Le rythme du jeu est plutôt bien conçu également, puisque le jeu est rythmé par les cartes calife. Il y en a 4 qui sont placées à des endroits spécifiques du paquet de cartes parchemin, justement. Au début de la partie, vous allez le concevoir et vous allez faire des petits paquets de cartes au sein desquels vous allez envoyer les cartes calife qui vont donc sortir à un rythme plus ou moins régulier. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ont la main là-dessus, parce que plus on va faire le tour du plan en envoyant justement des cartes parchemin vers les guildes, et plus les joueurs vont se reposer régulièrement, plus on va sortir des cartes de ce paquet de cartes parchemin, et donc plus la partie va aller vite. J'ai vu des parties qui se sont déroulées très rapidement, des parties très très rush où en fait on a eu très peu le temps de traduire des parchemins, et des parties qui ont duré, elles, beaucoup plus longtemps, puisque justement on s'est laissé du temps. En fait, à chaque fois qu'on allait au plan pour envoyer vers la guilde, et ben le parchemin était traduit très rapidement, les guildes étaient assez régulièrement vides, ce qui faisait que en fait on avait tous beaucoup de parchemins à la fin de la partie,
partie, on a fini avec des gros scores, contrairement à une partie rush, qui elle va finir justement avec des scores un petit peu plus faibles. Ça rappelle un petit peu Voyageur, ça justement, moins dans l'aspect course justement, parce que l'objectif c'est pas d'arriver au bout le plus vite possible, alors dans Voyageur non plus, mais ça peut être une stratégie. Bah là on retrouve un petit peu ce système de rush ou de partie qui va se dérouler plus lentement, avec un contrôle en partie des joueurs sur ce rythme. Les pistes de recherche centrales sont également assez bien conçues puisque chaque piste a un domaine spécifique, va vous apporter un type de bonus spécifique. J'apprécie que la piste bleue en fait corresponde au nombre de dés que vous allez sortir de votre sac, ou en tout cas au nombre de dés que vous devez obtenir dans votre pool de dés, ce qui va vous limiter en fait au nombre de fois que vous allez pouvoir cycler, c'est-à-dire faire l'action de se reposer. Plus vous aurez de dés à sortir de votre sac, plus vous allez pouvoir vous reposer rapidement, et donc potentiellement, plus vous allez faire avancer la partie rapidement. Chaque piste a comme ça sa spécialité, et le fait d'y avoir associé justement une action spécifique qui vous permet de monter sur la piste en dehors de toute autre considération de j'envoie un parchemin, j'utilise telle action pour avancer, je trouve ça très sympa. Alors certes, ça coupe un petit peu la séquence d'action puisque le jeu est quand même relativement thématique en dehors de ça, On va chercher des traducteurs, on pose des parchemins, puis on les traduit. Et là, on a une action au milieu qui est un peu la piste de recherche qui est un petit peu abstraite et tout ça. Moi, j'aime beaucoup les arbres technologiques dans les jeux. Je trouve qu'ici, c'est plutôt bien implémenté, justement. Le système de paliers à deux étages avec un palier qui donne une récompense immédiate et le palier d'après qui donne un revenu qui ne se déclenchera que si vous avez choisi la carte d'action qui va vous donner le revenu justement de cette piste technologique. En plus de ça, dans l'ordre dans lequel vous les avez placés sur votre plateau, parce qu'il y a un ordre des actions, mais c'est également cet ordre-là, donc de gauche à droite, qu'on va utiliser pour résoudre les revenus. Ce qui fait que le revenu de la piste verte, par exemple, qui vous permet d'avancer sur une autre piste, il faudrait plutôt le mettre au départ si vous comptez avancer dessus, parce que sinon vous allez perdre un étage, et ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez, comme je vous disais, plein d'implications, plein d'imbrications à l'intérieur du jeu, qui sont pour moi très intéressantes, très stimulantes. Pour conclure ce point sur le gameplay, on retrouve quelques éléments qu'on avait déjà à l'intérieur de Voyageur, on retrouve un petit peu le système d'influence sur les différentes cartes qui vont contraindre un petit peu les joueurs, on retrouve également le système de cartes qu'on va pouvoir glisser en dessous des différentes actions qui va permettre d'améliorer une action, l'utilisation des personnages qui dans l'absolu nous appartiennent pas puisqu'ils ne reviennent pas dans notre réserve après, bref, voilà, on retrouve quelques éléments de Voyageur, mais on a quand même ici un jeu qui est très largement différent, qui est beaucoup plus contraint en apparence puisqu'on n'a que 4 actions, contrairement à Voyageur où on avait une foultitude d'actions très bac à sable en fait comme ressenti. Ici on resserre le jeu mais on garde les implications, voire on le complexifie encore. Pour moi on est en termes de difficulté, on est plus haut que Voyageur sur cet érudit. Au niveau du matériel et des règles. Sur le matériel, j'ai pas grand chose à reprocher, je trouve qu'on est assez bien servi sur le jeu, le matériel est de bonne qualité pour un prix qui défie toute concurrence pour un jeu expert. Sortir à 45 €, un jeu de cette qualité avec ce matos, moi je trouve ça très impressionnant. Là je suis très admiratif de ça juste par rapport à ce critère-là déjà dans un premier temps. Si on veut chipoter un tout petit peu sur le matos, on a des cartes, notamment les cartes d'action, qui s'abîment assez vite. En fait, les coins sont déjà assez blancs en fait autour de mes petites cartes d'action. Bon, il n'y a pas beaucoup d'importance, on n'a pas besoin de les cacher par rapport aux autres joueurs, on a tous les mêmes. Et à l'intérieur de l'insert, là, petit insert très bien d'ailleurs, là je chipote vraiment fort. Pour aller chercher le matos d'un joueur, c'est pas simple. En fait, on se dirait, ça c'est bien fait, c'est bien pratique, cette petite forme incurvée. Pas du tout, à chaque fois en fait on en met totalement au large, ou alors il faut avoir des tout petits doigts, j'en sais rien. Bon, c'est pas mon cas, et du coup à chaque fois je m'en sors pas du tout pour sortir le matériel des joueurs, mais voilà, c'est vraiment du chipotage en dehors de ça sur le matos, c'est très bien. Au niveau du livret de règles, pareil, pas grand chose à reprocher. J'ai une toute petite question que j'ai pu résoudre en allant sur BGG directement, un tout petit point qui manquait un tout petit peu de précision, voilà, que j'ai pas trouvé de réponse directement dans le livret de règles, sinon en dehors de ça c'est très bien. La traduction par Pixie est bonne, j'ai pas vu d'erreur particulière. Voilà, je trouve que c'est bien fait. Le format des règles est également très bien. Et puis au niveau de la taille de boîte, alors là c'est très cool. On est revenu sur une taille de boîte standard, en fait, puisque au début des trilogies, notamment la trilogie du Nord et de l'Ouest, on avait des petites boîtes avec un format qui était un peu hybride. Je sais pas trop ce qu'ils avaient essayé de faire. Ils avaient essayé de contenir ça dans une petite boîte. Pourquoi pas, mais dans une Kallax, en fait, ça n'apporte rien. Il n'y a aucun gain de place associé, donc je voyais pas trop l'intérêt. Là, on est revenu à un format de boîte standard depuis les Voyageurs. Je suis très heureux de ce switch qui a été fait.
Ça marche très bien, ça permet de stocker le jeu plus les éventuelles extensions qui arriveront très certainement, et donc ça c'est hyper cool. Moi voilà, je suis très fan de ce format. Ne changez rien, gardez ça Garfield, merci. Au niveau d'iconographie, on est sur du Garfield classique, hein, donc en fait vous connaissez déjà toute l'iconographie si vous avez joué à un jeu Garfield. On a ajouté un petit peu des icônes pour les différentes pistes de recherche. Voilà, dans l'ensemble c'est quand même assez clair. Attention, notez un petit élément important, hein, le bonus de la piste de recherche, où vous progressez sur la piste de recherche, vous l'obtenez quand vous envoyez un parchemin dans une guilde, mais vous l'obtenez aussi quand vous traduisez ce parchemin depuis une guilde, donc ça peut être 2 joueurs différents, hein, vous l'obtenez 2 fois en fait, il est marqué ici en bas. C'est vrai que c'est un peu perturbant ça au début, en tout cas moi ça m'a fait un petit peu bizarre parce que c'est la même icône, et en fait on l'obtient à 2 moments différents alors que le reste des bonus immédiats on l'obtient qu'une seule fois. Bon voilà, c'est vraiment, encore une fois c'est du détail, mais ça a quand même un petit peu son importance en termes d'icono. Ça aurait pu être bien de dire qu'on l'avait les 2 fois pour les 2 actions différentes, ça aurait pu être sympa. Concernant la thématique et les illustrations, alors la thématique d'abord, on a une séquence de jeu, donc je trouve ça assez chouette en fait, puisqu'on a une progression logique. Je trouve ça toujours bien quand c'est cohérent ce qu'on fait dans le jeu en termes d'action. Là c'est cohérent, on embauche des traducteurs, on balance des parchemins qu'on récupère à droite à gauche, et puis on les fait passer dans la maison de la sagesse pour les traduire. On passe de traducteur en traducteur qui les traduisent d'une langue vers l'autre, et ainsi de suite pour arriver à l'arabe. C'est hyper logique tout ça, ça marche bien. Maintenant, sur le reste du thème, bon, ça reste un Eurogame classique, on peut pas vraiment parler d'immersion totale à l'intérieur du jeu. Au niveau des illustrations, voilà, je le mets directement en grand maintenant, comme ça c'est réglé. Au niveau des illustrations, on a toujours Zomiko, notre ami, au pinceau, qui est aimé et détesté à la fois. Malheureusement, je fais partie des gens qui n'apprécient guère son art, notamment sur les personnages, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'aime encore bien les paysages qu'il réalise, mais justement, on a tout un autre plateau immense. Profitez-en, réalisez un super décor, un super truc d'un paysage magnifique que vous pouvez réaliser et mettez-le au dos du plateau, bon sang. Ça serait tellement mieux, ce serait tellement plus sympa. Shem Phillips, SJ McDonald, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Voilà, ça aurait été, c'est dommage. En plus, dans la gamme des Garfield Games, il y a également Sam Phillips, le frère, je pense, de Shem, qui réalise une partie des illustrations que j'adore sur Adrian's Wall et sur les jeux de Legacy of You, Ezra et Nehemiah qui arrivera bientôt. J'aime énormément son style. Alors, si on pouvait, pour la prochaine trilogie, si on pouvait switch entre Zomiko et Sam Phillips, moi j'adore, moi je vote pour, voilà. Au niveau des interactions, on est presque toujours sur le jeu indirect, mais par contre c'est très très riche. On a un système justement de parchemin qu'on va ramener sur le plan, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un parchemin qui va partir dans une guilde ou qu'on va se reposer, on a un parchemin qui va arriver dans le plan, qui va permettre éventuellement au prochain joueur, s'il est intéressé, de s'en saisir. On a également un système avec, lorsqu'un parchemin est traduit, donc est envoyé dans le plan, il peut être traduit par un autre joueur. Si un parchemin est traduit, dans ce cas-là, il va libérer un emplacement dans une guilde qui va permettre à quelqu'un d'autre d'obtenir de l'influence, peut-être prendre la majorité. S'il y a justement un traducteur qui est embauché, il va permettre aux autres joueurs de s'en servir pour traduire un parchemin spécifique et donc obtenir des bonus de fin de partie. Et de la même façon, donner de l'or, donc se servir d'un traducteur pour traduire un parchemin, va permettre éventuellement de l'envoyer à la retraite et de squeezer complètement le prochain tour d'un joueur qui visait justement à utiliser ce traducteur pour aller faire son chemin de traduction en utilisant le parchemin qu'il avait choisi. Bref, vous avez compris, il y a des interactions dans tous les sens, c'est hyper riche, mais quasiment toujours indirect. Je dis quasiment toujours indirect parce qu'en fait, il y a quand même une action dans le jeu qui permet de se saisir éventuellement de l'or qui serait sur des traducteurs, même des traducteurs qui nous appartiennent pas. Alors toujours en leur donnant une pièce en contrepartie, mais on peut aller braquer en fait de l'or des traducteurs déjà présents. Donc ça représente une interaction quand même assez directe puisque cet or nous appartient pas, mais il approche notre traducteur de la retraite. Alors, ça reste quand même pas complètement direct puisque c'est pas forcément passionnant, en tout cas c'est pas un objectif en soi, c'est pas le cœur du jeu que de mettre des traducteurs à la retraite forcément. Simplement, aller se faire braquer de l'or sur un traducteur sur lequel on avait travaillé justement dans l'objectif d'aller à la retraite, ça peut être un petit peu frustrant, ça peut agacer certains joueurs et donc
c'est vrai que ça paraît un petit peu frontal comme interaction. Maintenant, l'action se fait aussi dans un autre sens, c'est-à-dire que on peut spontanément aller donner de l'or à un traducteur pour qu'il parte à la retraite ou pour le rapprocher de la retraite. Ça peut de la même façon être notre traducteur ou le traducteur d'un autre joueur. En fait, ça permet de faire en sorte d'éventuellement couper l'herbe sous le pied à un adversaire qui allait se servir de ce traducteur pour traduire ce parchemin justement et qui en fait là se retrouve coincé parce que il lui manque une étape dans sa traduction et donc il va pas pouvoir se saisir du parchemin qu'il visait. Donc c'est un petit peu à double tranchant. À la fois, ça permet d'aller collecter de l'or sur les traducteurs qui sont pas forcément les nôtres. Il y a quand même une petite compensation pour le joueur, mais clairement, on n'est pas dans une relation 1-1. Ça n'a rien à voir en termes de rapport. L'or est beaucoup plus fort qu'une pièce d'argent, mais simplement, ça reste quand même quelque chose d'envisageable puisque on peut faire plein de choses avec cette action. Donc, moi, je trouve l'action intéressante. Ça n'a pas particulièrement perturbé à l'intérieur du jeu, mais des joueurs très euro. Je sais que par exemple, Cédric de Golden Meeple, qui lui est un joueur très Eurogame, très indirect en termes d'interaction, l'avait souligné, avait dit qu'il trouvait ça assez bizarre dans le jeu. Au final, au bout de 6 parties, j'ai jamais eu de joueurs qui s'en sont plaints et surtout, ça a toujours été utile de faire cette action, même quand on se faisait braquer l'or, finalement, on envisageait les possibilités qu'on avait derrière. Ça voulait dire que notre traducteur allait rester plus longtemps et que donc on allait pouvoir s'en servir plus régulièrement, plus souvent. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Voilà. Il faut savoir qu'il y a cet élément à l'intérieur du jeu. Pour conclure sur les interactions, comme je disais, la configuration principale, je pense que c'est 3 joueurs. Dans ce type de jeu, en fait, la config 4 n'apporte rien si ce n'est plus de downtime pour les autres joueurs et surtout plus d'opportunisme parce que on a vraiment un plateau qui va bouger énormément avant que ça revienne à notre tour, donc on a du mal de faire des plans sur la comète. 2 joueurs, ça marche très bien comme configuration, c'est très chouette. Ça manque d'un joueur supplémentaire qui est donc le 3e joueur qui nous amène à la config optimale parce que c'est vrai qu'en fait on aime bien quand même avoir un tout petit peu plus d'interaction plutôt que ce soit vraiment du tactique 1 contre 1. Moi en tout cas dans ce style de jeu je trouve que la config idéale c'est très souvent 3. Ici on est vraiment dans ce cas là, config idéale 3 joueurs. On termine par la rejouabilité qui, selon moi, est largement assurée puisque, en fait, on a un jeu qui est particulièrement complexe avec énormément d'implications. Le temps que vous maîtrisiez le jeu, vous allez déjà mettre quelques parties à l'avoir complètement en main. Ensuite, le temps d'exploiter tout le matériel qui est à disposition dans le jeu parce qu'il y a quand même un sacré paquet de cartes parchemin. Donc, vous allez prendre, en fait, certaines cartes parchemin. Vous avez également des départs qui sont différents. Vous avez 10 traducteurs de départ. À chaque partie, vous allez en prendre 4 avec des cartes de démarrage associé. Si jamais ça vous suffit pas, il y a encore la couche interactive qui est, comme on l'a vu, très riche. Je pense qu'en termes de rejouabilité, on y est largement, on n'a pas du tout à s'en faire. Donc vraiment, soyez serein sur la rejouabilité, vous faites largement 15-20 parties du jeu sans problème. En conclusion sur cet érudit du Tigre du Sud, eh ben c'est une magnifique surprise de mon côté. J'aimais déjà énormément Voyageurs, j'aime encore plus Érudit. Je pense que la série s'annonce très très bien. J'ai maintenant hâte de voir le 3e volet. En attendant, je vais continuer à faire des parties de celui-là. La prochaine est prévue demain, je pense. Tous les gens à qui je l'ai fait découvrir ont beaucoup aimé et en tout cas ont eu vraiment la volonté d'y retourner rapidement parce qu'ils voyaient tout le potentiel, toute la complexité qu'il y avait derrière. En principe, dans un jeu comme ça, c'est plutôt bon signe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques, à bientôt.